Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on crée un article sous WordPress avec Divi. Et pour créer un article, eh bien, je sélectionne article ici. Donc deux solutions pour créer un nouvel article, soit ajouter un article en haut ou bien directement dans la navigation de gauche. J'ajoute un article ici. Donc on arrive dans l'éditeur de base de WordPress, mais on utilisera Divi pour la création de l'article. Avant de créer l'article, il y a quelques étapes à respecter, notamment la saisie du titre à ce niveau-là, mais aussi par exemple de définir l'image mise en avant, donc on va voir tout ça. Dans un premier temps, je vais saisir le titre. Dans l'idée, votre article est déjà rédigé en amont, par exemple sur un document Google Doc ou Word ou autre. Donc attention quand vous copiez un texte depuis un logiciel comme Word, un mail ou même Figma, hein, si vous travaillez avec Figma, et que vous le collez directement dans WordPress, Divi, cela n'amène pas seulement des mots. Il peut y avoir du code caché entre guillemets dans le texte, ça peut rendre le site plus lourd ou surtout ça peut aussi générer des conflits, donc attention à ça. Ce que je conseille de faire, c'est que quand vous copiez votre texte depuis un éditeur, vous le copiez dans un outil de notes vraiment très basique comme on peut avoir sur Windows par exemple, et là ça va vraiment supprimer tout le code caché. Vous avez aussi un raccourci clavier qui est CTRL-SHIFT-V pour copier le texte en brut. Après, ça ne fonctionne pas systématiquement, donc je vous conseille plutôt de passer par un éditeur de notes très classique. Par exemple, ici, je copie le titre que j'ai depuis mon Google Doc, ici, hop, CTRL-V, et à nouveau, je fais un CTRL-C, CTRL-V ici, pour coller mon titre. Donc ici, on vient de déterminer le titre principal de la page, c'est ce qu'on appelle le titre H1. Donc là, il y a une notion en fait de hiérarchisation de contenu. Quand on écrit sur un site internet, il faut penser un peu comme quand on fait dans un document Word ou un plan de cours, hein, par exemple. On va mettre un grand titre, puis des sous-titres et puis du texte paragraphe normal. Donc le titre principal, c'est le H1, c'est le titre de la page ou de l'article hein, d'ailleurs. Il doit être unique et il n'y a qu'un seul H1 par page. Donc par exemple, ça peut être une page Nos services ou blog de l'association. Ensuite, on va avoir les sous-titres, ce sont les H2 ou titre 2. Hein, on va retrouver cette nomenclature aussi dans les éditeurs de texte comme Word ou Google Doc par exemple. On peut utiliser les H3, ce sont des sous-parties d'un H2. Alors les sous-titres, ça va jusqu'à H6, même si ça reste assez rare qu'on aille jusqu'à cette profondeur de titre. Et enfin, tout le texte normal, hein, celui qu'on lit en continu, s'appelle le paragraphe. Par exemple, pour un article fabriquer une étagère murale en bois avec un guide pas à pas, on pourrait dire qu'il y a un H2 avec le matériel nécessaire, et les H3, ça va être les outils, et puis les planches et fixations. Donc en résumé, le H1, c'est vraiment le titre principal, et il n'y en a qu'un seul par page. Le H2, c'est les sous-titres, donc ça permet vraiment d'organiser, et le H3, des sous-sous-titres si besoin. Le paragraphe, ça va être le texte normal. Donc en fait, cela aide non seulement l'utilisateur à mieux lire en fait votre contenu, hein, mais aussi à Google de comprendre la structure de votre page. Donc pareil, hein, s'il y a plusieurs H1 dans votre page, là ça peut être considéré comme une erreur auprès de Google et vous faire perdre entre guillemets des points sur votre référencement. Maintenant, je vais définir l'image mise en avant. Donc, pour vous montrer à quoi va correspondre cette image, je vais vous montrer un exemple. Donc l'image mise en avant, c'est l'image qu'on va retrouver sur la liste de tous les articles ici. Cette image, elle est choisie bien sûr en lien avec le contenu de l'article. En dessous, on va retrouver le titre de l'article, hein, le fameux titre H1 qu'on a mis hein, d'ailleurs. Et ici, on va retrouver aussi l'auteur, la date, les catégories. Donc là, il n'y en a qu'une, mais on peut en mettre plusieurs. Et puis un résumé en général de l'article. Donc pour définir cette image, je vais cliquer sur le bouton juste ici. Là, je vais accéder à ma bibliothèque d'images de WordPress. Donc soit je sélectionne une image que j'ai déjà importée et qui me convient bien, ou sinon je vais importer une nouvelle image. Je vais dans mon dossier où se trouvent les images que j'ai présélectionnées à l'avance. Je vais choisir celle-ci par exemple. Donc là je peux faire un cliquer-glisser depuis mon explorateur de fichiers directement. On va régler aussi 2-3 petits détails sur cette photo. Ça va être au niveau des textes alternatifs, descriptions, etc. Donc le texte alternatif, s'il y a bien une case à remplir, c'est celle-ci, c'est vraiment celle qui est le plus important. Donc ce texte-là sert à décrire le contenu de l'image et il va être utilisé aussi par les lecteurs d'écran pour l'accessibilité et par Google pour comprendre l'image. Donc là, ça fait partie du référencement SEO. Ce texte-là, c'est ce qu'on appelle la balise Alt. Elle doit permettre aux utilisateurs de comprendre le sens de l'image. Si l'image est purement décorative ou c'est une icône par exemple, il n'y a pas besoin de mettre un texte alternatif. Mais par exemple, là pour une image mise en avant, c'est vraiment primordial d'en mettre une. Quelques petits conseils de rédaction pour décrire l'image, c'est vraiment
quelques mots, une phrase, mais on va éviter d'écrire un pavé. Ne pas ajouter image 2 ou photo 2, ce n'est pas utile. Et il faut penser au contexte et utiliser des mots-clés utiles mais naturels. Donc faut pas bourrer non plus de mots-clés. À savoir que la recherche de mots-clés et tout ce qui concerne le référencement naturel, c'est un métier à part entière. Donc là, moi, je vous donne des exemples un peu simples et clairs. Si vous voulez vraiment performer et que le site internet ressorte le plus haut dans les pages de recherche, je vous conseille d'aller voir un professionnel qui se charge du SEO. Et ici, j'ai mis potager sur balcon avec des légumes frais et des jardinières fleuries. Encore une fois, c'est un exemple, ça peut être tout à fait amélioré. Ensuite, vous avez le titre. Le titre ici correspond au nom du fichier que j'ai importé. Avant d'importer vos images, ça peut être bien de renommer vos titres sans accent ou caractères spéciaux, vraiment dans l'idéal. Le titre de l'image, il est moins descriptif que le texte alternatif, mais mettez quelque chose de clair et de pertinent, car c'est ce qui va apparaître en fait quand on passe la souris au-dessus de l'image. Le titre, c'est aussi le nom de l'image dans la médiathèque, donc ça vous permet de retrouver plus facilement votre image. La légende, c'est le petit texte qui peut apparaître sous l'image quand vous l'insérez dans une page ou un article. Elle sert à donner une précision au lecteur, ce n'est pas obligatoire, c'est à vous de choisir si vous en mettez une ou pas. Et la description, c'est vraiment un champ additionnel. En général, c'est lu uniquement en interne, mais certains builders ou bien modules peuvent éventuellement utiliser ce champ. Donc en résumé, le alt, la balise alt, donc c'est ce qui est en texte alternatif, c'est une description courte et elle est vraiment importante. Le titre, c'est le nom de l'image, la légende, c'est un texte visible sous l'image, et la description, c'est optionnel puisque c'est lu en interne. Donc avant d'importer une image, on va aussi éventuellement la retailler. Si vous avez une image qui fait 3000 pixels de large, c'est vraiment très grand. Puisque la taille conventionnelle d'un écran en pleine page, comme j'ai là dans l'exemple sur internet, on va être autour de 1920 pixels. Donc si vous avez quelque chose de 3000, c'est beaucoup trop grand. Et sachant qu'une image ne prend jamais 100% de la largeur de la page, hormis peut-être dans le héros banner ou pour certaines parties. Mais globalement, quand on met par exemple une image à gauche et un texte à droite pour un article, l'image elle va peut-être faire 400-500 pixels de large. Donc je vous invite à retailler les images en amont. Retailler les images, ça va permettre d'alléger le poids de l'image pour que votre site charge plus rapidement. Si vous avez des images qui font 1 méga, 2 mégas, c'est déjà très lourd en fait pour un site internet. Et là, votre affichage va ramer en fait. Donc on vérifie la taille. Donc moi par exemple cette image là qui faisait 2500 pixels, je l'ai retaillée à 650 pixels de largeur. Et elle fait un poids de 47 kilooctets, ce qui reste correct. On évite de dépasser les 100 kilooctets par image. Si le fait de retailler l'image est quand même trop lourde, il faudra aussi utiliser un second outil. Alors soit l'outil fait les deux en même temps et tant mieux, mais sinon vous pouvez utiliser un autre outil qui permette d'alléger le poids d'une image. Le format conseillé sur le web, c'est ce qu'on appelle le WebP. Donc les formats d'image, on va voir le JPEG, le PNG, etc. Et le WebP, c'est un format qui est apparu il y a déjà quelques années et qui est plus léger que le PNG tout en gardant la transparence de l'image. Je sélectionne l'image, définir l'image mise en avant, voilà, ici. Sur toute cette partie à droite ici, vous allez avoir plusieurs informations, donc par exemple l'état, si c'est en brouillon, publié, etc. Le slug, alors le slug c'est ce qu'on va retrouver en fait dans les URL. Donc l'URL c'est vraiment l'adresse de votre site internet, par exemple si le site internet s'appelle monpotager.fr, le slug de l'article c'est toute cette partie là, donc c'est en fait, vous l'avez peut-être remarqué, le titre H1 de votre article. C'est pour ça que votre H1 il est important d'être réfléchi et bien mis dès le départ, puisque ça conditionne le slug de l'article. Donc là, si vous mettez brouillon 1, etc., il faut aller à un autre endroit pour changer le nom de l'article au niveau du slug, et ça peut créer des problèmes de redirection. Donc je vous conseille, pour faire au plus simple, je vous conseille de réfléchir vraiment à un titre qui est cohérent et pertinent dès le départ. Donc en dessous aussi on va retrouver les catégories, ici j'en ai créé deux, une bricolage, une jardinage, et il y a la catégorie par défaut qui est forcément affichée ici. On peut tout à fait ajouter une catégorie depuis cet endroit-là, ou on pourra le faire depuis l'espace WordPress aussi. Un article peut avoir plusieurs catégories. L'idée des catégories c'est vraiment de créer un dossier dans lequel vous retrouvez des articles qui ont le même thème, voilà. Donc je vais lui assigner la catégorie jardinage, et ensuite je vais m'occuper du SEO. Donc le SEO il n'est pas par défaut, moi c'est un plugin que j'ai ajouté sur le site internet
et on va pouvoir rédiger le titre et la métadescription. Quand vous cherchez quelque chose sur un moteur de recherche, vous voyez une liste de résultats. Chaque résultat est composé d'un titre et d'un petit texte de description en dessous. Et en fait, ces deux éléments qu'on va rédiger à cet endroit-là, qu'on appelle métatitre, et la métadescription. Pour le métatitre, il doit inclure le mot-clé principal de la page, être clair et compréhensible, et ne pas dépasser les 60 caractères, donc ça comprend aussi les espaces. Et l'idée, c'est qu'il donne envie de cliquer et que les gens aillent sur votre site. Donc pour mon article, je vais insérer ce métatitre. Donc là, on voit qu'il dépasse au niveau des caractères. Donc là, si je copie le titre de l'article, ça rentre dans les clous. Par contre, attention, imaginez que dans les résultats de recherche, on voit juste à propos, mais à propos de quoi? Donc là, il faudra être plus descriptif. Là, le titre de l'article reste assez clair pour que les personnes se disent oui, c'est exactement ça que je cherche. Donc ensuite, la métadescription, donc c'est le texte qu'on va retrouver sous le titre, c'est un petit résumé. Donc elle résume vraiment voilà le contenu de la page ou de l'article, et elle est limitée à 160 caractères. Elle doit donner en fait envie de lire tout de suite et puis qu'on comprenne vraiment bien le sujet de votre article. On va inclure un ou deux mots-clés de manière naturelle et parler vraiment directement à l'utilisateur. Attention, pas de bourrage de mots-clés non plus. L'objectif, c'est que les humains, quand ils tombent sur votre description, ils la comprennent et aient envie d'aller voir le contenu de l'article. Pour vous donner un exemple de métadescription, on pourrait mettre « Apprenez à créer un potager sur votre balcon, choix des contenants, légumes faciles à cultiver et conseils d'entretien pour récolter vos propres légumes en ville ». Alors là, c'est un petit peu long, donc il faudrait l'optimiser pour que ça ne dépasse pas des 160 caractères autorisés. Vous avez l'aperçu de l'extrait Google, par exemple. Et encore une fois, le référencement naturel, la recherche de mots-clés, etc., ça reste un domaine qui est assez complexe. Et l'idéal, c'est quand même de faire appel à un professionnel pour le référencement de votre site. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va enfin pouvoir passer à la rédaction de l'article en lui-même. Donc j'enregistre le brouillon en haut à droite et je vais utiliser Divi Builder. Avec Divi, il y a 3 choix possibles quand on crée un article, donc soit construire à partir de zéro, choisir une mise en page ou bien construire avec l'IA. Divi propose un large choix de pages prédéfinies, donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec le design, vous pouvez passer par cet outil-là, mais nous on va construire à partir de zéro. Donc on voit déjà qu'il y a quelques éléments, là j'ai juste cliqué sur construire à partir de zéro, automatiquement j'ai mon titre H1 qui s'inclut dans l'article, donc pas besoin de le réécrire. Je vais avoir l'auteur, la date, la catégorie, éventuellement les commentaires si vous autorisez les commentaires sur votre site. Là, je vais avoir ma barre de navigation par défaut et aussi un encart à droite par défaut. Tous ces éléments-là peuvent être changés à d'autres endroits dans Divi, et là, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc je retrouve aussi bien sûr l'image mise en avant et puis je vais pouvoir commencer à construire. La construction, elle se fait en plusieurs étapes. Vous avez tout d'abord le système de section, donc c'est vraiment ce rectangle bleu ici. À l'intérieur d'une section, je vais avoir des rangées, donc c'est l'outil en vert. La rangée, elle est constituée de plusieurs colonnes, donc soit une colonne pleine, ou bien 2, 3, etc. Et puis vous pouvez choisir une mise en page plus ou moins optimisée ici. Donc par exemple, moi je vais choisir dans un premier temps de faire à gauche et un texte à droite. On va choisir ça. Donc ici, j'ai une bibliothèque de modules. Les modules, c'est ce qui va être en gris. Donc vous voyez, le vert et le bleu, c'est de la construction, section et rangée. Et en gris, on va avoir les modules. Et les modules, c'est vraiment le contenu en lui-même. Donc par exemple, une image. Vous pouvez parcourir les modules qui sont ici. Donc Divi, par défaut, propose déjà pas mal de modules, mais vous pouvez en rajouter en achetant en fait des modules supplémentaires. Donc ici, hop, une image. Donc je vais sélectionner une image qui ira avec mon paragraphe que j'ai préparé en amont. Au niveau des images, on va avoir plusieurs options possibles. Par exemple, on peut sélectionner oui pour ouvrir dans une visionneuse. Donc ça veut dire que quand l'utilisateur cliquera sur l'image, l'image s'affichera en grand au niveau de l'écran. Au niveau du style, on peut déterminer son alignement, donc à gauche, centré à droite. On peut choisir la dimension, donc par exemple celle-ci. Et là, si je passe sur alignement, je peux lui dire centré, à droite, etc. On peut aussi choisir les espacements. Donc les espacements, ce sont les marges autour des éléments, c'est-à-dire des espaces blancs pour aérer votre design. Vous pouvez aussi ajouter des bordures. Donc si j'ajoute un rectangle arrondi ici, je vais mettre 45 pour qu'on le voit bien. Ici, vous voyez, ça va créer en fait voilà, des arrondis sur le côté de l'image. Et vous pouvez aussi ajouter une bordure, donc soit sur un des côtés ou bien une bordure entière. On définit la largeur de la bordure,
par exemple ça, et puis on peut choisir une couleur pour cette bordure-là. Au niveau des couleurs sur Divi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver un onglet sauvegarder, donc ce sont vraiment les couleurs de base, et un onglet global. Et l'onglet global, il est très intéressant puisque je peux importer vraiment les couleurs de ma charte graphique et du coup réutiliser toujours les mêmes couleurs sans me tromper et faire de l'à peu près. Si tout au long de la construction de votre site internet vous utilisez les couleurs globales et qu'à la fin vous vous rendez compte que vous avez mis, c'est pas exactement celui qui avait été prévu dans la charte graphique par X erreur, eh bien vous pouvez changer uniquement la valeur de la couleur globale et ça va changer tous les éléments sur lesquels vous avez associé cette couleur-là. Donc c'est pour ça que c'est important de passer par les couleurs globales. Par exemple, sur vos titres H2, finalement, il faut changer toutes les couleurs des titres H2. Bien, si vous avez 15 pages, je peux vous dire que c'est assez long à faire. Donc vraiment, prenez le réflexe de travailler avec les couleurs globales. Dans ma charte graphique, je vais avoir un vert un peu clair, un vert foncé et un gris blanc. Ça, ces éléments-là, ce sont les couleurs qui sont définies par défaut, donc on pourra supprimer. Donc on construit pas un site un peu comme ça, hein. On réfléchit en amont à une charte graphique, c'est-à-dire on détermine les typos qui seront utilisés, les couleurs, etc. On va importer tout ça ensuite directement dans vos outils de création de site internet. Vous pouvez aussi créer une ombre derrière les images, par exemple comme ça. Et à côté, je vais écrire un texte. Donc voilà, je choisis un texte ici. Et par défaut, vous avez un texte qui s'affiche. Donc je colle ici le texte que j'ai préparé en amont. Alors là, le texte est peut-être un peu long par rapport à la taille de l'image. En termes de design, c'est pas très joli, mais c'est vraiment pour l'exemple et après, vous pourrez très bien améliorer ces designs-là. Donc ici, je vais déterminer en fait déjà la hiérarchisation de mes titres. Planter et entretenir un potager sur son balcon va être le titre H2, puisque pour rappel, votre titre H1 est juste ici. Alors ici, je vois que ça a sélectionné aussi mon titre, mon sous-titre en dessous. Donc si vous avez ce problème-là, il faut supprimer l'espace ici et refaire entrer pour bien séparer les choses. Et là, je peux sélectionner mon titre H3. Donc là, je vais vraiment avoir mon titre et puis 1, 2, 3 sous-titres. Donc je sélectionne, je passe en H3, je sélectionne et je passe en H3. Sur un texte, on peut également ajouter un lien. Donc je sélectionne mon texte ici et vous retrouvez des outils comme vous avez sur d'autres éditeurs de texte, mettre en gras, italique, liste à puce, et vous avez aussi la possibilité d'insérer un lien. Donc là ici, si je clique dessus, je peux intégrer une URL. L'URL que vous mettez ici, ça peut être une autre page de votre site, un autre article, une vidéo sur YouTube, ce que vous voulez. Et lorsque j'insère un lien, on voit qu'il y a une différence au niveau du texte, il est en bleu, ce qui induit au niveau de l'utilisateur que ce texte-là, il est différent et qu'il est cliquable. On va pouvoir régler des éléments de style, le texte simple, donc là ça va concerner uniquement les paragraphes, par exemple si je mets en vert, vous voyez c'est que les paragraphes qui sont concernés, encore une fois, passez toujours par les couleurs globales. Donc vous pouvez aussi changer la taille du texte à ce niveau-là, donc en général on va être entre 14 et 16 pixels. Ce que je vous montre ici c'est du réglage un peu instantané, mais dans l'idée, si vous avez prévu une charte graphique avec des codes couleurs, la taille des typographies, et puis aussi bien sûr la police du texte, tout ça peut être préparé, intégré en amont dans différents endroits dans WordPress, et vous, normalement, quand vous créez une page ou un article, vous n'avez plus à y retoucher. Donc là, c'est pour l'exemple et pour que vous sachiez où sont les éléments, mais si tout est bien préparé en amont, pas besoin de retoucher à ces éléments-là. Pour les sous-titres, on peut aller dans cette partie sous-titres. Il faut bien sélectionner le niveau de titre pour pouvoir sélectionner ce titre-là. Et par exemple, mon titre H2, il va être en vert foncé, et mon titre H3, il va être en vert clair. Et le texte, je vais le remettre en noir. Donc de la même manière, vous pouvez gérer les dimensions, la hauteur, les espacements entre les éléments. Donc par exemple, je vais mettre ici 50, comme ça, vous voyez bien le décalage qui va se créer. Et puis même option, bordure, boîte ombre, etc. Lorsque vous survolez des parties dans Divi, on voit qu'il y a plusieurs options qui apparaissent. Vous avez ici un outil de déplacement, la petite roue crantée qui donne accès aux paramètres dans lesquels on était. Vous pouvez aussi dupliquer le module. Donc lorsque je clique ici, j'ai bien une copie de ce module-là, et puis après je peux éventuellement la déplacer ailleurs dans mon design. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer le module dans la librairie. Donc là, il n'y a pas trop d'intérêt pour ce genre d'encart, mais par exemple, si vous avez une section ou une rangée qui se répète, par exemple une newsletter que vous voulez mettre à plusieurs endroits dans votre site, vous pouvez l'enregistrer dans une bibliothèque ici. Et puis bien sûr, vous avez le module de suppression.
Donc là, je peux tout à fait ajouter une nouvelle rangée. Par exemple, je vais mettre une rangée pleine avec un texte qui sera un peu mon deuxième bloc. Donc là, j'ai un titre H2, je parle d'une autre étape. Je mets aussi un paragraphe descriptif de cette deuxième partie de l'article. Et puis, en dessous, je vais ajouter, par exemple, si je veux changer un peu le visuel, je vais ajouter ici, on peut mettre ça, une image. Et puis mon texte ici. À nouveau, je détermine mes titres H3. Donc là, vous voyez au niveau de la structure, là j'ai bien un titre H2 et 3 titres H3. Là j'ai un titre H2, un petit texte descriptif, et puis je donne un peu plus de précision avec 2 sous-titres, 2 sous-parties. Donc là mes titres ne sont pas en vert comme je l'ai déterminé ici, puisque là c'est du style personnalisé et pas un style vraiment général qui est intégré dans les paramètres de WordPress. Alors ce que je peux vous montrer aussi, c'est si je veux que finalement mon texte soit à gauche et l'image à droite, je vais aller dans les paramètres de ma rangée. Et je peux tout à fait échanger en fait les deux colonnes comme ceci. Donc après à vérifier si la structure de la colonne s'est bien adaptée ou si vous voulez la changer, en cliquant dessus vous avez toutes les options qui apparaissent. Alors si je veux enregistrer mon article, je vais cliquer sur les 3 petits points en bas ici et je vais cliquer sur enregistrer le brouillon. Attention de ne pas utiliser le raccourci CTRL-S car cela publie l'article en même temps que ça l'enregistre, ce qui n'est pas forcément le comportement voulu. Donc veillez toujours à enregistrer un brouillon tant que votre article n'est pas fini, puisque publier c'est vraiment qu'il est en ligne et visible partout sur internet. Dans cette barre d'outils tout en bas, vous avez plusieurs éléments, donc vous pouvez vérifier et gérer le responsive en changeant la vue. Donc là je vais avoir une vue tablette, et puis je peux aussi vérifier l'état en mobile et faire des ajustements qui seront dédiés que au mobile, que à la tablette, etc. On peut aussi dire par exemple qu'une image en mobile ne s'affiche pas pour ne pas alourdir la lecture de la page. Si je veux régler pour le mobile certains éléments, je peux entrer dans le module ici, aller dans les styles, je vais dans dimensionnement, et ici je passe ma souris, je vais voir apparaître un petit téléphone, une petite icône de téléphone, et je vais pouvoir régler pour la tablette ou pour le mobile ou pour le format PC la taille souhaitée. Donc par exemple ici je peux dire qu'en mobile mon texte ne fera qu'un certain pourcentage de la page. En bureau j'ai toujours voilà moitié-moitié. Par contre en mobile voilà j'aurai ce pourcentage précis dessus. Au niveau des images, si je veux supprimer une image en vue mobile et tablette par exemple ou que en mobile, je vais dans l'onglet avancé. Et ensuite, je vais dans la partie visibilité et ici, ce que je coche, voilà, ça désactive pour le téléphone par exemple. Donc là, si je coche tablette, il ne sera pas visible en tablette ni en téléphone. Donc je reviens sur mon format ordinateur. On peut aussi accéder à ce type d'affichage sous forme de bloc. Donc après, on va retrouver les mêmes éléments. Ça, c'est bien mon image ici. Donc à vous de voir ce qui est le plus pratique pour vous ou le plus facile pour construire le design. Et ici, je vais avoir plusieurs options. Donc je peux insérer une mise en page depuis la bibliothèque de Divi, depuis une mise en page enregistrée. Je peux aller ici dans mes pages existantes, je peux reprendre un article que j'ai déjà créé, et si mes articles voilà, ont un schéma un peu récurrent, mais c'est assez pratique, ça évite de tout recréer à la main. Donc moi je vous invite à faire ça quand c'est possible. Vous pouvez aussi sauvegarder des éléments dans votre bibliothèque, donc supprimer, voilà. Un outil qui peut être intéressant, c'est cet outil d'historique. Il est accessible si vous n'avez pas encore rechargé votre page. Si vous avez rechargé votre page, il faudra aller à un autre endroit pour récupérer de l'historique. Mais là voilà, c'est intéressant. Moi je me rends compte au bout d'un moment que ma mise en page est complètement cassée, donc je peux essayer de chercher là où était le problème. Et vous pouvez aussi exporter ou importer des pages. Donc j'enregistre ici le brouillon. On retourne sur le tableau de bord de WordPress, je retourne dans articles, et ici c'est juste pour vous montrer, on peut tout à fait créer des catégories à ce niveau-là. Donc là je vais avoir le nom de ma catégorie, bricolage que j'ai mis ici. Vous pouvez aussi créer des sous-catégories. Le slug, si vous le mettez manuellement, pas d'espace, pas d'accent et pas de symbole.
On remarque aussi qu'il y a un espace étiquette. Donc la différence entre les catégories et les étiquettes, ça va être que les catégories sont un peu comme des grands dossiers en fait. Chaque article doit avoir au moins une catégorie. Si vous oubliez de cocher la catégorie, par défaut, on va avoir la catégorie uncategorized here. Donc ces catégories-là, ce sont, comme je disais, des dossiers en fait dans lesquels vous avez plusieurs articles, et chaque article peut avoir plusieurs catégories, c'est pas un problème, tant que ça reste bien sûr en cohérence avec le contenu de l'article. Et les étiquettes, ce sont plutôt comme des petits mots-clés, hein. Vous avez peut-être déjà remarqué ça en naviguant sur internet, hein. À la fin d'article, parfois on va avoir une espèce de nuage de mots-clés comme ça, et lorsqu'on clique sur un des mots-clés, ça va ramener à des articles qui ont les mêmes mots-clés. Donc quand on a beaucoup d'articles, ça peut permettre à l'internaute de trouver des sujets qui peuvent l'intéresser, qui sont sur le même thème que l'article qu'ils sont en train de lire. Créer au minimum une catégorie, hein, dans tous les cas, ça sera toujours plus professionnel sur votre site que la catégorie uncategorized. Là. Donc les catégories et les étiquettes, c'est relié vraiment aux articles, hein, pas aux pages. Donc les pages, ce sont des contenus fixes du site et qui ne changent pas souvent. Donc par exemple la page accueil, la page à propos, la page contact, les services, etc. Elles n'ont pas de date, elles n'ont pas d'auteur affiché, et elles sont organisées en fait dans le menu. Alors que les articles, ce sont des contenus d'actualité qui évoluent avec le temps. Donc par exemple un article de blog, une actualité, une recette, un tutoriel, ils sont datés, ils sont classés dans des catégories, et ils peuvent aussi avoir les étiquettes comme on l'a vu précédemment. Ensuite on va aller faire un petit tour dans la médiathèque. Donc pour vous montrer ici, donc la médiathèque, vous avez les images qui vont être ici. Une fois que vous cliquez dessus, vous avez plusieurs options, hein. Vous pouvez changer son texte alternatif, son titre, etc. Et vous pouvez aussi supprimer l'image définitivement. Donc si vous supprimez l'image définitivement, eh bien ça la supprime complètement du site, et si elle était utilisée sur une page, vous aurez une image par défaut ou une image cassée qui va s'afficher. Donc là, si vous la supprimez, faites attention qu'elle ne soit utilisée nulle part sur votre site. Et pour revenir sur les articles, quand on clique sur article, on va avoir toute notre liste d'articles ici, on va avoir le titre de l'article, et quand on passe le curseur à ce niveau-là, vous allez avoir plusieurs options qui apparaissent. Donc on peut modifier l'article, ça va amener à l'éditeur par défaut WordPress, on va pouvoir appliquer une modification rapide, hein. Par exemple là je peux changer mon titre, par contre le slug lui correspond au titre de départ, hein. Donc comme encore une fois, essayez de placer votre titre bien dès le départ. Vous pouvez aussi changer la date de l'article, vous pouvez ajouter ou supprimer une catégorie. Vous pouvez changer l'état, hein, le passer en brouillon, en attente de relecture si vous travaillez à plusieurs, ou bien en publier à ce niveau-là. Vous pouvez aussi changer la balise titre et méta, mais je vous déconseille de le faire ici. Il vaut mieux passer par cette étape-là, puisque là vous avez plus d'informations, notamment sur les tailles limites, etc. Donc vous avez la possibilité de mettre à jour ici. Ensuite, vous avez l'option de la corbeille. Vous allez retrouver des articles dans votre corbeille ici. Donc ils ne sont pas supprimés définitivement à ce niveau-là. Pour le supprimer définitivement, vous avez, voilà, en passant le curseur dessus, vous avez cette option de suppression définitive, ou vous pouvez aussi restaurer votre article. Dans les options, vous pouvez aussi voir votre article, donc là, c'est-à-dire que vous voyez l'article, mais sans le mode édition, que vous pouvez activer juste ici en haut. Et puis vous pouvez éditer avec Divi directement. Donc voilà, maintenant vous avez les bases pour créer un article avec Divi.